RCF. Une autre histoire sur RCF Liège avec Frédéric Marchesani. Bonjour à toutes et tous, merci une fois de plus de m'accueillir dans votre quotidien. Bienvenue dans votre tout nouveau numéro d'Une autre histoire, l'émission Patrimoine et Histoire sur RCF Liège. Aujourd'hui, place à notre rubrique Trésor de Liège en collaboration, comme vous le savez, avec le Trésor de la cathédrale. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Olivier Verheyden, conservateur-restaurateur de peinture qui a eu l'occasion de travailler à plusieurs reprises pour le Trésor ainsi que la cathédrale, parce qu'il est en effet professeur de conservation-restauration à l'École supérieure des arts Saint-Luc à Liège. Et avec ses étudiants, il a eu plusieurs fois l'occasion de rendre tout leur lustre à plusieurs toiles liégeoises. Olivier Verheyden, bonjour. Bonjour. Alors parlons d'abord un peu de vous, afin de bien expliquer à nos auditeurs quel est votre parcours, quel est votre travail. Comment est-ce qu'on devient restaurateur de peinture? Quel a été votre cursus? En fait, plutôt par hasard, j'ai fait d'abord une licence en archéologie, histoire de l'art à l'UCL et petit à petit, dans le cadre de ces études, j'ai pu fréquenter le laboratoire de recherche qu'on avait à Louvain et voir un petit peu quels étaient les examens qu'il était possible de faire sur des œuvres d'art, mais c'était un cours à option parmi d'autres. Et puis par la suite, durant mon service militaire, je me suis inscrit à des cours du soir à Bruxelles. À l'Académie flamande d'Anderlecht, où toute une série d'ateliers de conservation et restauration existaient, aussi bien restauration de la pierre que des textiles et des tableaux. Et à ce moment-là, j'ai presque pris ça comme une thérapie en fait, parce que le climat qui régnait dans l'atelier était d'une très très grande sérénité et ce qui me convenait parfaitement dans un moment de désœuvrement comme on peut les vivre pendant son service. Et donc je me suis astreint à y aller plusieurs fois par semaine et puis finalement j'en ai fait mon métier. Voilà, alors parlons maintenant restauration, technique de restauration. C'est un travail, je suppose, qui au quotidien demande de la patience, de la minutie. Quand une œuvre vous est confiée, vous procédez à l'étude de celle-ci avant même de commencer le travail. Expliquez-nous un petit peu ce cheminement de préparation, de restauration. Mais oui, voilà, justement, c'est une des choses qui est pour moi très importante dans le métier, c'est que c'est une profession qui allie aussi bien le travail intellectuel et le travail manuel. Donc c'est l'équilibre entre la main et l'esprit. Et effectivement, dans un premier temps, on commence par faire ce qu'on appelle un constat d'état. Donc c'est regarder un petit peu quel est l'état sanitaire de l'œuvre et faire un diagnostic, un petit peu comme en médecine. On voit il y a toute une série d'indices qui nous permettent de comprendre les altérations qui peuvent avoir eu lieu. Alors il y a des choses qui sont relativement classiques pour des tableaux anciens, et puis il y a des choses qui sont parfois plus surprenantes pour notamment en art moderne ou contemporain, parce que les matériaux ont changé, les techniques ont changé. Et donc voilà, le diagnostic et le constat d'état est la première étape où en fait durant ce moment-là, on ne touche pas au tableau, on fait des recherches, aussi bien des recherches au niveau de l'histoire de l'art. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est aussi une discipline qui est aussi pluridisciplinaire ou interdisciplinaire, on va dire. Donc on peut faire appel à des historiens d'art pour avoir des informations complémentaires sur les attributions, sur l'école, sur les techniques qui sont liées à cette école, et également à des scientifiques pour pouvoir faire certains types d'examens et d'analyses qui requièrent des compétences purement scientifiques ou du matériel purement scientifique dont on ne dispose pas forcément. Alors une fois que cette œuvre a été étudiée, analysée sous toutes ses coutures, vient le temps de la restauration à proprement parler. Alors comment est-ce que ça se déroule ça techniquement, la restauration? Alors d'abord on fait une proposition de traitement en fonction des éléments qu'on a pu identifier comme étant les causes d'altération. Et puis après, c'est de la recherche, en fait. En fait, il n'y a jamais de systématisme. Deux tableaux ne seront jamais traités de la même façon, sauf s'ils ont vécu dans les mêmes conditions, etc. On s'interroge aussi sur la destination future de l'œuvre qui va conditionner le type d'intervention qu'on va faire. Donc un tableau qui va être conservé dans un musée, dans une collection, le musée est climatisé, l'éclairage est contrôlé, etc. Ce sera évidemment un peu différent d'un tableau qui se retrouve dans une église qui n'est pas chauffée, qui est humide, etc. Et donc en fonction de la destination, déjà on a toute une série de choix possibles. Donc c'est principalement, je vais pas dire par essai-erreur, mais par tâtonnement. Donc on fait des tests. On fait généralement beaucoup de tests pour savoir ce qui convient
convient mieux en fonction du lieu, en fonction aussi du client qui peut avoir une incidence sur certains paramètres, sur certains choix que l'on peut faire. Par exemple, dans les milieux muséals, on peut se permettre de faire des restaurations, on va dire, qui ne sont pas commerciales, qui ne seront pas forcément les mêmes que celles qu'on ferait pour un antiquaire ou un client privé. Et donc voilà, la première chose que l'on fait, c'est évidemment de stabiliser une œuvre, donc d'éliminer toutes les causes qui peuvent continuer, qui peuvent participer à une dégradation future de l'œuvre. Et puis on traite soit prioritairement la couche picturale si elle est menacée de tomber, ou le support si c'est celui-ci qui fragilise l'ensemble de l'œuvre. Et donc il y a vraiment pas de recette, c'est chaque fois des cas différents. C'est ce qui fait aussi un petit peu l'intérêt du métier, c'est que ça n'est pas du tout un métier répétitif, quoi. Ah non, absolument pas. Non, il y a jamais deux cas identiques, et puis il y a beaucoup de recherche en fait aussi, parce que le métier évolue, donc des nouveaux produits arrivent qu'il faut tester, etc. Et puis il y a aussi énormément d'échanges avec des collègues, qui soient du niveau académique, dans le milieu académique plutôt, ou dans le milieu privé. On a généralement beaucoup d'échanges. Le carnet d'adresses à ce moment-là est important pour pouvoir solliciter telle ou telle personne qui est plutôt spécialisée dans le support bois, support toile de telle époque, etc. Et heureusement, c'est un petit milieu, mais où finalement la communication, depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, fonctionne pas mal. Donc il y a énormément de publications, il y a aussi des colloques, des conférences, des rencontres qui permettent d'échanger sur l'évolution du métier, et le fait de pouvoir travailler, dans le cas qui me concerne, dans un établissement d'enseignement, nous oblige évidemment, plus que peut-être un conservateur qui est isolé dans son atelier, enfin qui nous oblige en tout cas à s'informer continuellement. Donc c'est une formation permanente, on va dire. Voilà. Alors avant de plonger un peu plus en détail dans le travail d'Olivier Verheyden, je vous propose une première respiration musicale en écoutant le premier morceau choisi par notre invité. Alors Olivier, qu'est-ce que vous avez envie d'écouter aujourd'hui ? Mais j'avais pensé à cette pièce de Bach, les préludes de Glenn Gould. Et peut-être je pourrais expliquer aussi ce choix. C'est en fait parce que je trouve que cette composition laisse sous-tendre une architecture très élaborée, et chaque fois que j'écoute ce morceau, que je l'entends, je pense justement au tableau, qui est aussi finalement une espèce d'architecture d'éléments qui se superposent, qui se complètent, un tableau, c'est composé d'une toile qui est encollée avec une préparation, une couche picturale, un vernis, et chacun de ces éléments qui est posé successivement sur la toile contribue à la réalisation d'une œuvre. Et dans la pièce en question, je ressens cette superposition de strates qui font que la mélodie, l'œuvre finalement est aboutie. Et ben voilà, c'est ce qu'on écoute. Voilà, de retour avec Olivier Verheyden qui aujourd'hui nous parle de son passionnant métier de restaurateur conservateur de peinture. Alors Olivier, vous êtes professeur à Saint-Luc, mais vous êtes également indépendant. Quand on vous confie un travail, est-ce que l'œuvre prend souvent le chemin de l'école, de l'atelier, ou est-ce que vous travaillez parfois in situ, là où les œuvres sont actuellement conservées ? Oui, tout dépend en fait à la fois de l'état de conservation de l'œuvre et de ses dimensions. Donc si une œuvre vraiment est en péril, on peut choisir de ne pas la déplacer, donc de travailler in situ pour différentes raisons. La fragilité, éviter une détérioration, et pour éviter aussi de trop grands chocs hygrométriques ou thermiques, etc. Et donc essayer de garder l'œuvre dans son environnement habituel pour éviter que donc des accidents se produisent. Et puis il y a aussi la question des dimensions. Donc quand ce sont des tableaux qui peuvent rentrer dans l'atelier, ça va, mais l'atelier est toujours à un moment donné trop petit, puisque des œuvres sont parfois de très très grands formats. Et c'est particulièrement intéressant aussi de pouvoir travailler sur des formats très très différents. Que toute la technique et l'infrastructure que l'on met autour change. Donc on peut devoir travailler sur des échafaudages, on peut devoir faire appel à des grues pour pouvoir dépendre un tableau qui est à 7, 8, 10, 12 mètres de hauteur. Et donc voilà, il y a toute une série de choses à prendre en considération. Et au niveau des tableaux que je peux ramener à l'atelier de Saint-Luc, c'est généralement des tableaux
on ne prend généralement que des tableaux qui appartiennent à des collections publiques. Pour différentes raisons. C'est aussi une question de gratification pour l'étudiant de travailler sur des œuvres qui sont accessibles au public et de pouvoir éventuellement par la suite faire valoir ce travail. Et puis c'est aussi pour ne pas trop entrer en concurrence aussi avec des collègues qui sont indépendants et qui sont sur le marché. Et donc voilà, c'est généralement des œuvres de collection publique, donc de musées, fabriques d'églises, etc. Alors on va parler maintenant plus spécifiquement d'œuvres qui sont passées entre vos mains et notamment au Trésor et à la cathédrale. Alors j'aimerais commencer par justement une des pièces maîtresses des collections du Trésor de la cathédrale. C'est le tableau La Vierge au papillon, un tableau du XVe siècle. Alors parlez-nous un peu de cette œuvre. En quoi a consisté votre intervention ? Alors, quand j'ai pris en main cette œuvre, mais c'est impressionnant parce qu'effectivement, je crois qu'elle date de 1459 et c'était donc une œuvre, une huile sur panneau. Le bois a quelque chose, les supports bois ont quelque chose de particulier, c'est qu'ils sont à la fois très robustes et très fragiles. Très robustes parce que voilà, ils ne se déchirent pas, etc. Mais ils réagissent très très fort avec les variations climatiques. Et dans le cas de la Vierge au papillon, j'avais fait donc une petite étude préalable lorsqu'il m'a été demandé d'intervenir dessus pour une fissure qui était apparue transversalement au fil du bois, fissure qui, d'après mes recherches, était récurrente puisque ce tableau a au moins été restauré 5 fois durant le siècle qui vient de s'écouler et toujours au même endroit. Donc cette fissure transversale est assez inhabituelle et donc on a fait toute une série d'analyses, de radiographies, d'androchronologie, toute une série d'études préalables qui permettent de mieux comprendre le support. C'est une œuvre qui est d'une excellente facture, très très belle, assez émouvante en fait, avec l'enfant Jésus qui tient le papillon, le donateur qui est au genou de la Vierge, les deux saints patrons, donc donc il y a Pierre, les deux évangélistes, Pierre et Jean, et donc c'est vraiment une œuvre touchante, d'excellente qualité et problématique par rapport à cette maladie qui est récurrente et qui revient. Donc j'ai essayé de travailler le plus comme toute intervention, donc elle doit être réversible, elle doit être documentée, les matériaux qu'on utilise doivent être stables et donc voilà la difficulté consistait à essayer de stabiliser cette fracture au sein d'une planche qui se situait au niveau du bras de l'enfant Jésus et qui traversait pratiquement l'entièreté d'une des planches pour rejoindre le visage de la Vierge et donc voilà le travail a été fait sur place justement pour éviter donc dans le cadre dans le trésor même pour éviter justement un transport qui aurait pu être dommageable et puis aussi des variations thermiques et hygrométriques et donc de travailler dans la plus grande stabilité possible. Voilà, autre peinture du Trésor, la plus récente, plus volumineuse et peut-être un petit peu moins connue, c'est le portrait de Monseigneur de Grady, et lui aussi il est passé entre vos mains. Oui, c'est un très très beau tableau également que j'ai restauré, c'était en 2005, juste avant que le Trésor ne soit transféré temporairement aux Hospices de Beaune. Oui. Et donc ce tableau représente le Monseigneur de Grady qui c'est un format relativement, on va dire moyen, il fait 2,20 m de hauteur sur 1,60 m de large et il avait déjà été restauré à peu près 4 fois d'après les éléments que j'avais pu observer au revers, notamment des pièces de différentes natures avec différents types d'adhésifs qui masquaient des déchirures, des trous qui avaient déjà été comblés et comme très souvent en fait les interventions antérieures se modifient petit à petit avec le temps, donc il y a une forme d'oxydation, il y a un jaunissement du vernis qui se produit, il y a la toile qui se détend, donc il y a toute une série de petites choses qu'il y avait à corriger. Et notamment la lisibilité de l'arrière-plan qui était très très obscurci par l'oxydation du vernis. Donc un nettoyage et un dévernissage s'avérait nécessaire, mais le fait d'enlever le vernis, on enlève également les anciennes retouches et donc ça devient tout de suite beaucoup plus conséquent. Et dans le cadre de ce travail, je me suis aperçu que le tableau en fait était peint sur une toile de réemploi et que donc un autre tableau se situait en dessous.
qui était assez difficile à observer parce que le matériel dont je disposais à l'époque n'était pas suffisamment fin, mais en réflectographie infrarouge, on voit qu'il y a une scène complètement différente avec différents soldats, et donc pas du tout un portrait ecclésiastique. Et donc voilà, comme les techniques évoluent, c'est une étude qui pourrait mériter d'être reprise par un historien d'art ou par qui que ce soit qui soit intéressé par la technique. Mais voilà, c'était une intervention assez intéressante et qui était nécessaire dans le cadre de ce tableau. Oui. Alors faisons notre deuxième pause musicale avant de poursuivre et demandons à Olivier Verheyden ce qu'il a envie d'écouter. Eh bien, je pensais à Marin Marais, interprété par Jordi Savall et Les Folies d'Espagne, que je trouve un très très beau morceau. Voilà, nous voici arrivés à la dernière partie de notre émission consacrée à la conservation et la restauration des peintures au Trésor et à la cathédrale en compagnie d'Olivier Verheyden. Alors après le Trésor, passons maintenant dans la cathédrale et parlons d'une œuvre imposante située au mur de la chapelle Saint-Lambert. Elle a été peinte en 1813 par le spadois Jean-Hubert Tahan et elle évoque le martyre de Saint-Lambert. Elle a été restaurée en 2007 grâce au soutien de la Fondation Rabaudouin et ça a été un beau projet parce que les restaurations d'œuvres du 19e sont assez rares. Et pourquoi ça ? Oui, effectivement, c'est quelque chose qui me chagrine un petit peu, c'est que c'est une période qui est jusqu'à présent assez mal aimée et donc qui intéresse fort peu les gens. Et or, à force d'être négligé comme ceci, il y a énormément d'œuvres qui se dégradent pour différentes raisons en fait. Parce qu'au 19e siècle, effectivement, il y a beaucoup de changements au niveau des techniques picturales et c'est un style qui ne rencontre pas encore d'engouement pour son étude et sa conservation. Bon, maintenant la peinture religieuse effectivement est particulièrement reléguée aux églises, les églises qui n'ont pas forcément les moyens d'entretenir l'entièreté du patrimoine. Et puis ce sont des énormes formats, forcément dans une cathédrale, on ne va pas travailler sur des miniatures, donc ce sont des formats qui sont toujours très imposants. Et sans doute un peu, beaucoup de gens sont sans doute un peu rétifs au travail, parce qu'effectivement, ça demande toute une infrastructure. Pour travailler sur ce tableau, il a fallu qu'on organise une équipe, ne serait-ce que pour dépendre le tableau de la chapelle, avec toutes les difficultés qui en découlent, notamment la présence de la châsse qui était au pied, la présence de retables qui étaient juste en dessous, etc. Donc il y a des risques, c'est inconfortable, et là aussi c'est finalement sur place qu'il a été décidé de traiter le tableau pour les mêmes raisons. C'est la taille et le transport qui posaient problème, mais je trouve qu'au niveau aussi pédagogique, c'est intéressant de travailler dans la cathédrale pour pouvoir avoir des échanges avec les gens qui passent là, et ces échanges sont toujours très très intéressant et très très fructueux parce qu'on se rend compte que c'est un métier qui est effectivement assez confidentiel et que beaucoup de gens ignorent la façon dont ça s'exerce. Et donc les échanges pour moi sont très précieux. Voilà, et alors pour finir, on va retourner au Trésor parce que j'ai envie de parler d'un travail un petit peu différent qui lui forcément ne peut pas se réaliser en atelier, puisque en 2014, lorsqu'on a fait les derniers travaux d'extension du Trésor dans l'aile est du cloître, le maître d'œuvre du chantier a fait une petite découverte, une ancienne baie obturée qui cachait des fragments d'une couche picturale, une peinture murale. En quoi est-ce que ce travail diffère un petit peu de ceux dont on a parlé précédemment ? Alors oui, c'était très intéressant parce que en fait c'était une peinture qui a été posée à même la pierre, donc sur du tuffeau. C'est un mur, enfin une baie qui a été bouchée avec des fragments de pierre et qui ont été mises dans le désordre. Donc c'est une peinture à la détrempe. Donc c'est un mélange de colle protéinique et de pigments qui ont été posés directement sur le tuffeau. Et cette baie a probablement été détruite à un moment donné, puis reconstruite. Et les éléments de pierre sur lesquels était posée la peinture ont été remis dans le désordre. Et donc certaines parties avec la couche picturale visible, d'autres parties avec la couche picturale invisible. Et il a été décidé, je crois que c'est une bonne chose, de ne pas trop intervenir dans un premier temps. Et donc cette peinture n'est que très partiellement visible. Et il y a notamment une tête du Christ qui a été conservée, visible, je crois encore actuellement dans le Trésor. Et il faudrait à l'occasion, et sans doute, démonter l'entièreté de cette baie pour tourner
les cubes de pierre dans tous les sens pour essayer de recomposer le puzzle. Mais en attendant, voilà, il m'a été demandé de simplement sauver ce qui était visible, de les conserver puisqu'ils étaient mis à jour alors qu'ils avaient été occultés pendant très très longtemps. Et donc on a décidé de conserver et de fixer la couche picturale uniquement sur quelques éléments visibles. Voilà, on est arrivé déjà au bout de nos découvertes du jour. On aurait voulu en savoir plus, mais vous le savez, c'est chaque fois comme ça. Olivier Verheyden, merci infiniment d'être venu évoquer votre métier avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Et quant à vous, je vous retrouve sans faute la semaine prochaine pour une rubrique, un moment d'histoire qui sera consacré aux papes qui un jour ont défrayé la chronique, mais ça, c'est une autre histoire.